Le froid n'était pas seulement dans l'air ce matin-là, il mordait les os, s'infiltrait par la vitre mal isolée de la cuisine. Une fine couche de givre dessinait des arabesques sur la fenêtre, transformant le monde extérieur en une aquarelle floue et bleutée. J'étais là, debout, le mug de café tiède qui refroidissait trop vite entre mes mains, la buée s'échappant de ma bouche à chaque expiration, trahissant la température intérieure de la pièce. Mon regard s'était perdu dans le vague, dans le motif répétitif d'un carreau de faïence murale, quand mon téléphone, posé sur le comptoir en granit froid, a vibré une seule fois, discrètement. Un son familier, presque apaisant d'habitude, mais qui, ce jour-là, a résonné comme un coup de gong lourd et sourd dans le silence de l'aube. J'ai pris l'appareil, le verre glacé de l'écran mordant mes doigts déjà engourdis. Clémence. Son nom. Un message, court, sans préambule ni fioriture. 2 lignes. J'ai dû le relire. 1 fois. 2 fois. La lumière bleutée du texte projetait des ombres étranges sur mon visage, comme si le téléphone lui-même se moquait de ma lenteur à comprendre. Salut Jean-Luc. Pour la remise de diplôme, seuls mes vrais parents seront là. C'est important pour moi. Merci pour tout. Le message s'est imprimé dans ma rétine, dans ma poitrine. Pas un appel. Pas une conversation. Un simple texto. Un putain de texto, jeté comme un mégot sur le trottoir, pour me dire que ma place était nulle part. Seuls mes vrais parents. La phrase s'est mise à tourner en boucle dans ma tête, un disque rayé qui crachait sa petite musique cruelle. Le sang a commencé à me geler dans les veines, pas à cause du froid ambiant, mais d'une sorte de choc interne, une déflagration silencieuse qui a fait vibrer chaque parcelle de mon corps. La sueur froide a perlé sur mes tempes, a roulé lentement le long de mes joues, laissant une traînée glaciale. Mes mains se sont mises à trembler, le mug a failli glisser de mes doigts, son contenu remuant légèrement, menaçant de déborder. 100 000 $. Vous imaginez ça? 100 000 putains de dollars. Ce n'est pas un chiffre que l'on sort de son chapeau. C'est une montagne d'efforts, d'heures supplémentaires à la chaîne, le dos courbé sur des assemblages complexes, la main raide de fatigue. C'est l'odeur persistante de l'huile de moteur sur mes vêtements, même après la douche. C'est le bruit assourdissant des machines qui me laissaient les oreilles bourdonnantes le soir. C'est le sacrifice de week-end passé à bricoler pour arrondir les fins de mois, de vacances annulées, de petits plaisirs mis de côté. Chaque chèque envoyé à l'université, chaque virement effectué, était une part de moi que je mettais dans son avenir. Un investissement non pas dans des actions, mais dans l'idée d'une famille, d'un lien indéfectible que je croyais bâtir avec elle. Avec nous tous. Et tout ça, réduit à néant. Évacué d'un revers de pouce digital, condensé en une phrase crue, jeté là, sans fioriture, comme si mon existence n'avait été qu'une parenthèse malheureuse dans son parcours, une simple machine à sous déversant ses billets avant de disparaître. J'ai relâché le mug sur le comptoir, le son du contact était sec, presque violent dans le silence assourdissant de la cuisine. Le café a éclaboussé, laissant une auréole sombre sur le granit. Je n'ai même pas enregistré le désordre, mon esprit était ailleurs, bloqué sur ces mots, seuls mes vrais parents. Mon vrai parent? Mais qu'est-ce que ça veut dire, vrai parent? Est-ce que le sang est le seul critère, la seule monnaie d'échange pour la gratitude, pour l'amour? Les nuits passées à l'aider avec ses devoirs de maths quand Sophie, sa mère, était débordée. Les innombrables allers-retours à la danse, au foot, aux anniversaires, la voiture pleine de rires d'enfants. Les conversations tardives sur ses doutes, ses peurs, ses rêves d'études à l'étranger, loin, dans ces grandes universités où j'avais à peine osé rêver d'entrer. C'était qui, ça? Un fantôme? Un portefeuille sur pattes? Le soleil commençait à percer timidement à travers le givre sur la fenêtre, peignant des touches d'or pâle sur le plancher. Un nouveau jour, une nouvelle promesse, mais pour moi, la lumière semblait se refuser. Tout était devenu gris, froid, même l'air que je respirais me semblait plus lourd. Je me suis passé une main sur le visage, les doigts rugueux sur ma peau moite. Les mots continuaient de tambouriner, de s'enfoncer comme des écharpes sous ma peau. Seuls mes vrais parents. Et Sophie, ma femme, sa mère? Elle était au courant, forcément. Elle avait laissé faire. Le silence de Clémence était une trahison. Le silence de Sophie, une complicité. Ce n'était pas juste un message. C'était une porte qui se claquait au nez. Un monument entier de dévouement, de renoncement, d'espoir patiemment construit, qui s'effondrait d'un coup,
ne laissant derrière lui que poussière et débris. La bouche avait un goût de cendre, l'estomac s'était noué comme une corde. J'ai fermé les yeux, tentant de chasser l'image du texte lumineux, mais il persistait, gravé sur l'envers de mes paupières. 100 000 $. Des années de ma vie. Tout ça réduit à néant. Par une phrase. Une phrase cruelle et ingrate. Que allais-je faire? La question, lourde et amère, flottait dans l'air froid de la cuisine. L'odeur, je m'en souviens encore avec une clarté insupportable. Pas celle du message sur mon téléphone, non. L'odeur du pain grillé, le matin de notre première rencontre. Ce n'était pas un rendez-vous arrangé, pas vraiment. Juste un café tardif un samedi, au hasard, dans ce petit endroit près du parc où les tables étaient toujours un peu bancales et le jus d'orange pressé sur place. Je venais de finir une semaine de chantier, la fatigue collée à la peau, l'odeur du ciment frais encore sur mes vêtements même après la douche. J'avais juste besoin d'un moment de silence, d'un café noir et fort. Elle était là, Sophie, assise à une table avec une petite fille aux cheveux bouclés, penchée sur un carnet de coloriage. Clémence. Elle devait avoir 7 ans. Ses petits doigts agrippaient un crayon de cire orange avec une concentration quasi monacale. Sophie m'a souri quand nos regards se sont croisés, un sourire fatigué mais doux. Elle a dit un mot à la gamine, qui a levé ses grands yeux noisettes vers moi, curieuse mais sans méfiance. C'est son regard qui m'a attrapé, un regard pur, sans filtre, comme une éponge prête à absorber le monde. Je n'avais jamais eu d'enfant. Mon chemin avait été différent, solitaire, bâti à la force du poignet. Voir cette petite chose, si ouverte, m'a désarmé. Je me suis assis à une table voisine, mais le silence que je cherchais était brisé par le rire discret, les questions de Clémence sur la couleur du ciel pour son dessin, la réponse patiente de Sophie. Finalement, on a échangé quelques mots, puis quelques phrases. Le café a refroidi, le pain grillé qu'elles avaient commandé a exhalé ses dernières effluves beurrées. Clémence s'est approchée de ma table, son dessin à la main, pour me le montrer avec une fierté évidente. Un soleil jaune citron, des nuages roses. C'est laquelle a tendu sa petite main vers moi, sans hésitation, pour me désigner un détail. Une confiance aveugle. C'était le début. Le début d'une idée, d'un espoir qui ne m'avait jamais effleuré avant. L'espoir d'une famille. Cet espoir, je l'ai nourri comme on arrose une plante rare. J'ai tout donné pour elle, pour qu'elle ait cette chance que je n'ai jamais eue. Mon père travaillait à l'usine, ma mère faisait des ménages. L'université, c'était un mot qu'on prononçait à voix basse, comme un rêve inaccessible, réservé aux autres. Moi, j'avais quitté l'école tôt, pris un apprentissage en mécanique, puis j'avais monté ma petite entreprise de rénovation. J'avais appris à mes dépens que rien n'est donné, que tout se gagne. Alors, pour Clémence, j'ai voulu que les choses soient différentes. Je me souviens des soirs où je rentrais, les épaules lourdes, les mains calleuses, la poussière de plâtre encore incrustée sous mes ongles. Je m'asseyais à la table de la cuisine, Sophie me préparait un thé, et Clémence, déjà adolescente, parlait de ses cours, de ses projets. Elle avait cette lueur dans les yeux, cette curiosité intellectuelle que je n'avais jamais vraiment pu développer. Ces carnets de notes remplis d'équations complexes ou de schémas architecturaux, ces exposés qu'elle préparait avec une passion que j'admirais en silence. Je me sentais parfois comme un vieux rouage à côté d'un moteur de Formule 1. Mais j'étais fier. Fier de savoir que mes efforts, mes sueurs, mes interminables heures sur les chantiers, sous la pluie ou dans la chaleur étouffante des combles, servaient à alimenter cette flamme. J'accumulais les heures supplémentaires, parfois jusqu'à en avoir mal aux yeux, une douleur lancinante derrière les paupières, comme si le manque de sommeil avait fini par y graver des sillons. Je prenais tous les petits boulots, les dépannages de dernière minute, les extensions de terrasse en plein hiver où le froid mordait jusqu'aux os. Le cliquetis des outils dans la boîte à gants de ma camionnette, le parfum âpre du bois coupé, le vrombissement incessant du compresseur. Tout ça, c'était le bruit de sa future. Chaque chèque envoyé à l'université, chaque centime économisé avec une discipline de moine, était un investissement. Pas seulement dans des études, non. Dans son sourire, dans la promesse qu'elle deviendrait quelqu'un, qu'elle trouverait sa place dans un monde plus grand que celui que j'avais connu. C'était l'idée d'une famille que je construisais, brique par brique, avec mes propres mains et le contenu de mon compte en banque. Sophie était là aussi, bien sûr. Elle validait ses choix d'orientation, l'encourageait. Elle gérait les dossiers, les inscriptions,
les bourses auxquelles elle n'était jamais éligible à cause de mes revenus, que j'avais pourtant augmentés pour subvenir à tous nos besoins. On parlait souvent de l'avenir de Clémence, le soir, devant la télé, le son baissé. Ses yeux brillaient, les siens comme les miens, quand on évoquait cette grande école de commerce à Paris, ou ses stages à l'étranger. On voyait le tableau, clair et éclatant. Une brillante carrière, une vie confortable, peut-être une famille à son tour. Tout ce que l'on souhaite pour ses enfants. Et même si elle n'était pas mon sang, elle était ma responsabilité. Mon choix. Mon investissement le plus précieux. Je n'ai pas hésité un instant quand le moment est venu. La lettre d'admission, épais papier glacé, avec le logo de l'université. Une fierté muette, mais si profonde qu'elle me serrait la gorge. Les frais de scolarité? Exorbitants. Presque un salaire annuel pour une seule année. 100 000 $ sur 4 ans, c'était le prix. Je l'ai vu noir sur blanc, mais ça ne m'a pas fait fléchir. Au contraire. Ça a renforcé ma détermination. J'ai revendu quelques actions que j'avais mises de côté, pour ma retraite, j'ai prolongé mon prêt pour la maison, j'ai coupé dans toutes les dépenses superflues. Mon vieux pick-up, qui commençait à tousser sur l'autoroute, a dû attendre 1 an de plus pour une révision complète. Mes vacances? Elles se résumaient à 2 jours de repos sur le canapé, à fixer le plafond et à entendre le silence. Chaque année, je faisais le virement. Un chiffre à 6 chiffres, qui disparaissait de mon compte pour atterrir sur celui de l'université. Ce n'était pas juste un transfert bancaire. C'était l'acte de poser une nouvelle pierre à l'édifice. Chaque fois, je sentais un frisson me parcourir. Un mélange de sacrifice et d'une immense satisfaction. Je me disais, en voyant le sol diminuer, que c'était pour elle. Pour qu'elle puisse marcher la tête haute, armée d'un diplôme prestigieux, sans jamais avoir à s'inquiéter de l'argent ou de la place qu'elle occuperait dans le monde. Je n'attendais rien en retour, pas vraiment. Juste la voir s'épanouir. Juste être là, dans le public, le jour de sa remise de diplôme, fier comme un coq, et sentir ce lien indéfectible qui unit une famille. C'était l'espoir d'un futur brillant, pour nous tous. Un avenir où elle serait accomplie, et où nous, Sophie et moi, serions ses piliers, ses témoins silencieux, ses protecteurs bienveillants. Un avenir qui semblait si proche, si tangible, il y a encore quelques semaines. Les changements sont arrivés insidieusement, comme la rouille sur une vieille charnière que l'on ne remarque qu'au moment où la porte grince et résiste. Pas un grand fracas, non. Juste des micro-fissures. Des choses qu'on balaie d'un revers de main, qu'on justifie par la fatigue, par l'âge, par la distance, par la pression des études. Et pourtant, chacune de ces fissures creusait un peu plus l'abîme, sous mes pieds, sans que je n'y voie rien d'autre qu'un banal mouvement de terrain. Je me souviens d'un après-midi de printemps, la lumière rasante filtrait à travers les rideaux du salon, juste avant que les jours ne s'allongent pour de bon. J'avais préparé des petits sablés, la recette de ma grand-mère, et j'avais laissé un mot à Sophie, sur le comptoir, pour lui dire de ne pas toucher au thé glacé que j'avais mis au frais pour Clémence. Elle devait passer nous voir, une de ses rares visites depuis qu'elle avait emménagé dans son studio étudiant, à 1 heure de route. Elle avait promis de venir prendre un café, de nous raconter son stage d'été. J'avais hâte d'entendre ses projets, de la voir s'animer en parlant de son avenir, de sentir cette énergie de la jeunesse. J'avais même repassé ma vieille chemise à carreaux, celle qu'elle disait me donner un air de bûcheron sympa. C'était une petite chose, oui, mais je mettais toujours un point d'honneur à la recevoir comme si chaque visite était une fête. Le temps passait. La petite horloge en bronze sur la cheminée tintait doucement. 16 heures. 16h30. 17 heures. Le téléphone est resté muet. Aucun message. Pas un « j'arrive », pas un « je suis en retard ». Mon estomac se serrait un peu plus à chaque tic-tac. Puis, à 18 heures passées, un texto. Un simple texto, sans émoji, sans fioriture. DSL, pas pu venir. J'ai eu un imprévu. Bisous. Pas d'excuses détaillées, pas de proposition pour reporter. Juste ça. Un imprévu. Quel imprévu pouvait être plus important que de passer un après-midi avec sa mère et le beau-père qui finançait sa vie? La buée sortait de ma bouche quand je suis sorti fumer une cigarette sur le balcon, malgré la douceur relative de la saison. L'air me paraissait plus froid qu'il ne l'était vraiment. Sophie avait haussé les épaules. Tu sais, Jean-Luc, les étudiants, ils ont leur vie. C'est l'âge.
l'âge. Ce mot revenait sans cesse dans sa bouche comme un coup près, comme une excuse universelle à tout changement, à toute distance. Mais je sentais bien que ce n'était pas juste l'âge. Je me souvenais de Clémence adolescente, les yeux brillants d'excitation, décrivant ses futurs projets universitaires, me posant 1000 questions sur mes propres journées, sur les chantiers. Elle était curieuse, intéressée, reconnaissante. Maintenant, quand je l'appelais, les silences s'étiraient. Un silence trop long au bout du fil, où je pouvais presque entendre le bruit du vent s'engouffrer dans le conduit de mes attentes. Je posais une question sur ses cours, sur ses partiels, sur ses amis. Elle répondait par des monosyllabes, la voix monocorde, presque blasée. On aurait dit que je la dérangeais. Je n'entendais plus cette intonation enjouée, cette petite inflexion qui révélait l'enthousiasme. J'essayais de percer sa carapace, alors, ces recherches pour ton mémoire? Tu avances? Un soupir, un gloussement lointain, puis une réponse évasive, oui, oui, ça va. C'est bon. Je dois y aller, j'ai une colocataire qui m'attend. Une colocataire. La colocataire était devenue plus importante que le quart d'heure que j'espérais passer avec elle. Est-ce que ça arrive à tous les parents adoptifs? Est-ce que cette ingratitude est universelle? Je me posais ces questions, seul dans le silence de mon bureau, fixant la petite photo d'elle que j'avais sur mon bureau, son sourire de gamine, insouciant. Et puis, il y avait cette question de son père biologique. Ce père qui n'avait jamais été là, qui l'avait abandonné elle et Sophie des années plus tôt. C'était une ombre, une entité lointaine dont je ne parlais jamais, par respect, par pudeur. Mais au fil des ans, en voyant Clémence grandir, en la voyant chercher des repères, j'avais fini par penser qu'il était important qu'elle comprenne son histoire, qu'elle puisse, si elle le voulait, poser des questions. J'avais abordé le sujet un soir, timidement, alors qu'elle était passée nous voir une des rares fois où elle avait pu honorer son engagement. Elle était assise sur le canapé, affairée à regarder quelque chose sur son téléphone, l'écran éclairant son visage d'une lumière froide. Je m'étais éclairci la gorge. Clémence, il y a quelque chose que je voulais te dire. À propos de ton père biologique. Si un jour tu as envie de savoir, si tu as des questions, n'hésite pas. Je serai là pour toi, pour t'écouter. Son pouce s'était arrêté de faire défiler l'écran. Son regard, d'habitude franc, avait furtivement cherché celui de sa mère, puis le mien, avec une gêne évidente. Elle avait détourné les yeux, une mèche de cheveux tombant sur son visage, qu'elle n'avait pas cherché à écarter. Oh, non, c'est bon, Jean-Luc. Je n'ai pas envie d'en parler. Et la phrase était tombée comme une pierre, lourde, définitive. Le sujet était clos. Sophie, à côté de moi, avait posé une main sur mon bras, une pression discrète mais ferme. Laisse-la, chérie. C'est son histoire. Elle fera ce qu'elle veut, quand elle le voudra. Mais la façon dont elle l'avait dit, ce ton un peu trop protecteur, cette main sur mon bras qui semblait me retenir, tout cela m'avait fait tiquer. Pourquoi ce barrage? Pourquoi ne pas la laisser parler si elle en avait besoin, ou du moins, ne pas la laisser refuser elle-même, sans intervention? C'était la première fois que je sentais un front uni contre moi, sur un sujet aussi intime. J'avais senti un froid me parcourir le dos, malgré la chaleur du plaid sur mes genoux. Le goût du silence était amer. Je me suis mis à observer chaque détail. Le regard de Clémence qui s'attardait un peu plus longtemps sur l'horloge quand nous étions à table. Ses réponses de plus en plus évasives sur ses projets d'avenir, comme si elle ne voulait pas s'engager, ne pas me donner de prise. Les fois où je l'entendais au téléphone avec sa mère, elles riaient ensemble, partageaient des confidences, et puis le ton changeait, devenait plus neutre, presque formel, quand Sophie me passait le combiné. Je sentais le vide grandir, le fil se tendre, malgré l'argent que je continuais à verser sans ciller. Chaque semestre, le virement partait de mon compte comme une horloge suisse. 100 000 $. Le prix d'une petite maison de campagne, d'une retraite anticipée, de 20 voyages autour du monde. Et moi, je les voyais partir, sans jamais regretter l'acte de donner, mais de plus en plus angoissé par ce qu'il représentait, un investissement à sens unique. Un pont que je construisais inlassablement, alors que l'autre rive s'éloignait. Sophie, elle, avait une explication pour tout. Elle est stressée par les examens, tu sais comme c'est. Elle fait de nouvelles rencontres, c'est normal qu'elle passe plus de temps avec ses amis. Elle est à un âge où l'on cherche son indépendance. L'indépendance.
Oui, mais l'indépendance financière, elle la cherchait chez moi. Le matin, je me réveillais parfois avec cette sensation étrange, comme si ma tête était lourde de questions sans réponse. J'allais à la fenêtre, et la lumière grise de l'aube me semblait être une métaphore de mes pensées. Des pensées grises, incertaines, qui s'étiraient à l'infini. J'essayais de me rassurer, de me dire que j'étais un vieil homme paranoïaque, que les jeunes changent, que je devais lâcher prise. Mais une part de moi, une petite voix insistante, me disait le contraire. Elle me disait que ce n'était pas juste une phase. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus troublant. J'ai commencé à regarder des documentaires sur les relations familiales, sur les belles familles, sur les conflits de loyauté. Je passais des heures devant l'écran, cherchant une explication, une consolation, une confirmation que je n'étais pas fou. La télé diffusait des voix, des témoignages, des psychologues qui décortiquaient les dynamiques complexes. Mais aucun ne parvenait à apaiser cette angoisse qui me vrillait l'estomac. Je me sentais exclu, marginalisé, comme un figurant dans une pièce dont j'étais pourtant le principal mécène. Chaque détail, chaque mot non dit, était une micro-fissure dans ce que je croyais être notre roc. Je voyais notre famille, la famille que j'avais rêvée et construite avec tant d'efforts, se désagréger lentement, granule après granule, comme un château de sable emporté par la marée montante. Le vent du doute soufflait de plus en plus fort, apportant avec lui l'odeur âcre de la trahison à venir. J'aurais dû écouter ce vent. La boîte aux lettres a claqué. Un son sec, métallique, qui résonnait étrangement ce mardi après-midi, brisant le silence lourd de la maison. J'étais dans le salon, une vieille revue de bricolage ouverte sur mes genoux, mais mes yeux ne lisaient rien. La lumière du soleil, pâle et étirée de l'hiver, traversait la fenêtre et s'écrasait sur le parquet poussiéreux. J'attendais quelque chose, sans vraiment savoir quoi, mais la tension était devenue une habitude, une compagne silencieuse depuis les derniers mois. J'ai posé la revue, le papier glacé glissant sans bruit. Un frisson m'a parcouru, comme une prémonition. Je me suis levé, les genoux un peu raides, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. L'air frais de dehors m'a fouetté le visage quand j'ai tiré la poignée, et la buée s'est échappée de ma bouche. Le facteur était déjà parti, mais une enveloppe épaisse, crème, avec le logo stylisé de l'université de Clémence, trônait dans le réceptacle. Elle avait l'air importante, officielle. Mon cœur a fait un bond, un mélange d'excitation et d'une anxiété qui m'étranglait. C'était ça, l'invitation. Le grand jour. Après toutes ces années, tous ces efforts. Mon sang a commencé à bourdonner dans mes oreilles, couvrant le faible sifflement du vent. Mes doigts ont effleuré le papier cartonné, froid et lisse. Le sceau doré de l'université brillait faiblement sous la lumière grise du jour. C'était une belle enveloppe. Trop belle, peut-être, pour ce qu'elle contenait. Je l'ai ouverte avec une précaution presque rituelle, découpant l'adhésif avec mon ongle, le son doux du papier qui se déchire résonnant dans le couloir. À l'intérieur, une carte rectangulaire, encore plus épaisse, avec des motifs discrets et une police élégante. Nous avons l'honneur de vous inviter à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion à année, commençait le texte. J'ai parcouru les mots, cherchant Clémence, cherchant mon nom. Mes yeux ont filé vers la section des invités, celle où l'on listait les places réservées. Mon souffle s'est coupé, là, d'un coup, dans ma gorge. Le nom de Sophie y figurait, suivi de « Monsieur au nom du père biologique de Clémence ». Juste en dessous, dans une police légèrement plus petite, 2 places sont réservées à la famille immédiate de Clémence Dubois. Mon nom. Il n'y était pas. Nulle part. Pas de « Monsieur Jean-Luc », pas de « beau-père ». Rien. Le vide. Un grand vide glacial, imprimé sur du papier crème et doré. Mon corps s'est figé. La carte a glissé de mes doigts, atterrissant sans un bruit sur le carrelage froid. Ce n'était pas une surprise, pas vraiment. Pas après ce message l'autre jour, pas après ces mois de silence, ces micro-fissures que j'avais si bien décrites. Mais le voir ainsi, noir sur blanc, c'était une confirmation brutale. Une gifle imprimée, scellée, rendue officielle par le timbre de la poste. J'ai ramassé la carte, mes mains tremblaient. J'ai relu. Encore et encore. Mon cerveau cherchait une erreur, un détail que j'aurais manqué. Non. Le nom du père biologique de Clémence était là. Lui. Celui qui n'avait rien payé, rien donné, rien sacrifié. Lui, l'absent,
le fantôme, était invité. Moi, le pilier, le porteur, le financier de ces 100 000 $, j'étais effacé. Une sensation de brûlure a commencé à monter de ma poitrine, se propageant dans mes joues. C'était une honte, une humiliation. Comment Clémence avait-elle pu faire ça? Comment Sophie avait-elle pu laisser faire ça? J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Sophie rentrait. Le bruit, habituellement familier et réconfortant, a résonné comme un gong funèbre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, un marteau-piqueur qui cognait contre mes côtes. J'ai posé l'invitation sur la table de la cuisine, la face imprimée vers le haut, comme une pièce à conviction, ou une accusation silencieuse. J'ai essayé de me calmer, de lisser mon visage. Je ne voulais pas que ma voix tremble, que ma colère perce. Je voulais être froid, factuel. Comme la carte. « Bonsoir, mon amour », a dit Sophie, sa voix enjouée, son sac de course claquant sur le comptoir. Elle a déposé son cabas, le bruit des pommes qui roulent se mélangeant à l'odeur du pain frais. « Tu as passé une bonne journée. » Elle s'est tournée vers moi, et son regard a immédiatement accroché l'invitation sur la table. Le sourire a vacillé sur ses lèvres. J'ai vu ses yeux que j'aimais tant, esquiver les miens avec une vitesse fulgurante. Son visage s'est fermé, une gêne palpable flottant dans l'air, si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle a fignolé son sac, replacé une mèche de cheveux, des gestes parasites pour éviter la confrontation. Alors, ai-je demandé, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Tu as vu ça? Elle a pris une inspiration, profonde, comme si l'air lui manquait. Oui, j'ai vu. Clémence m'avait prévenu. Prévenu. Le mot a claqué. Pas, nous, pas, tu es au courant, mais, prévenu. Comme si j'étais une variable insignifiante, une donnée qu'on pouvait simplement omettre de la conversation. Prévenu de quoi, Sophie? Que je n'étais pas sa famille immédiate? Que les 100 000 $ que j'ai mis dans ses études ne me donnaient pas droit à une simple place? Ma voix a monté d'un cran, la colère refoulée commençant à bouillonner. Elle a baissé les yeux, fixant une tache invisible sur le plan de travail. Jean-Luc, tu sais, c'est compliqué pour Clémence. Son père biologique, il n'a jamais été très présent, et là, pour son diplôme, elle veut marquer le coup, une sorte de réconciliation. Réconciliation. Le mot m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Une réconciliation sur mon dos? Sur mon sacrifice? Mon propre corps tremblait, mes poings serraient si fort que mes jointures blanchissaient. Une réconciliation? Et moi, je suis quoi dans cette histoire, Sophie? Le porte-monnaie sur pattes? Le distributeur de billets qu'on remerciait en l'effaçant de la photo? Elle a levé les yeux, enfin, et son regard était plein de détresse, de larmes au bord des cils. Mais pas de colère, pas d'indignation pour moi. Juste de la détresse. C'était ça, le plus dur. Pas qu'elle me trahisse, mais qu'elle laisse Clémence me trahir, qu'elle le justifie, qu'elle ne se batte pas pour moi. Ce n'est pas ce qu'elle pense, Jean-Luc, je te l'assure. Elle t'aime, elle te considère comme son père. Vraiment? J'ai ri, un rire amer qui ne ressemblait pas au mien. Si elle me considérait comme son père, je serais sur cette invitation. Son nom serait ici, écrit en gros, avec le mien à côté. Pas celui de l'absent. Pas celui du fantôme. La cuisine est retombée dans un silence pesant, interrompu seulement par le léger ronronnement du réfrigérateur. L'odeur du pain frais, tout à l'heure réconfortante, est devenue écœurante. Je me suis senti petit, rapetissé, ma dignité piétinée. J'ai regardé l'invitation, puis le visage fuyant de Sophie. C'est là, dans cette cuisine silencieuse, sous le regard lâche de la femme que j'aimais, que la décision a germé. Non pas une impulsion soudaine, mais le point d'orgue d'une lente et douloureuse érosion. Les images des 100 000 $ ont défilé devant mes yeux, une sorte de diaporama mental accéléré. Chaque heure supplémentaire passée sur les chantiers, sous la pluie, dans le froid, a soulevé des parpaings. Chaque fois que j'avais dit non à une nouvelle voiture, à un voyage dont nous rêvions, à une rénovation pour notre propre maison. Chaque virement bancaire, le numéro de compte de l'université, le montant astronomique, le solde de mon propre compte qui diminuait à vue d'œil. Je les ai vus, ces lignes sur mes relevés, ces chiffres qui représentaient ma sueur, mon sang, mon amour. C'était un investissement. Un investissement dans une famille, dans un futur.
pas un prêt. Mais il l'avait transformé en transaction. Et aujourd'hui, l'investissement ne rapportait rien, pas même la reconnaissance la plus élémentaire. La fierté que j'avais ressentie, l'espoir d'une photo de Clémence en toge, mon bras autour d'elle, s'était transformé en une amertume profonde, viscérale. Mon regard s'est posé sur le téléphone fixe, posé sur la petite étagère à côté du four. Un téléphone d'une autre époque, un combiné lourd et froid. Une idée, d'abord ténue, puis implacable, a pris possession de mon esprit. C'était comme un coup de fusil, clair et précis, dans le brouillard de ma douleur. Je devais agir. Pas pour me venger, pas vraiment. Mais pour me protéger. Pour reprendre un peu de ce que j'avais si généreusement offert. Pour leur faire comprendre la valeur de ce qu'ils avaient piétiné. Le dernier versement. Le dernier gros chèque qui devait partir à l'université pour couvrir les frais de scolarité du semestre final de Clémence. C'était la dernière tranche, celle qui devait la mener à la ligne d'arrivée. Elle était prévue pour la semaine prochaine, juste avant la cérémonie. J'ai respiré profondément, une respiration qui sentait le fer dans mes poumons. Je ne vais pas payer le dernier semestre, Sophie, ai-je dit, ma voix calme, posée, presque étrangère à mes propres oreilles. Sophie a levé la tête d'un coup, son visage blême. Quoi? Mais tu ne peux pas faire ça, Jean-Luc. C'est son dernier semestre. Elle ne pourra pas obtenir son diplôme. Elle aurait dû y penser avant de me rayer de la liste, ai-je répondu, sans une once d'émotion apparente. La douleur, cette douleur lancinante, était toujours là, mais elle était enveloppée dans une couche de glace épaisse. Une carapace que je ne me connaissais pas. Je lui ai donné 100 000 $, Sophie. 100 000. C'est plus que la plupart des pères ne donnent à leurs propres enfants. Je l'ai fait par amour, par fierté. Et elle m'a craché à la figure. Toi aussi, par ton silence. Je me suis approché du téléphone. Sophie a essayé de m'attraper le bras, mais je me suis reculé, son contact brûlant ma peau. S'il te plaît, Jean-Luc, réfléchis. Elle ne le pensait pas. Elle est jeune, elle est maladroite. Non. Ce n'est pas de la maladresse. C'est du mépris. J'ai décroché le combiné, le plastique froid sous ma paume. J'ai composé le numéro de ma banque, les chiffres s'enchaînant avec une précision mécanique, comme si mes doigts avaient leur propre mémoire. Le répondeur automatique, la musique d'attente fade. Chaque seconde était une torture. Sophie, derrière moi, soufflait, tentait de parler, mais j'avais érigé un mur invisible. Banque rive gauche, bonjour, en quoi puis-je vous aider? La voix standardisée de la conseillère clientèle a résonné dans mon oreille. Bonjour madame, je souhaite annuler un virement programmé, ai-je dit, ma voix étonnamment stable, dénuée de toute émotion. C'était un homme d'affaires qui parlait, pas un beau-père trahi. Bien sûr, monsieur. Quel est le montant et la date du virement? 25 000 $, prévu pour le 10 de ce mois. À destination de l'université et au nom de l'université. J'ai donné les détails du compte de l'université, l'identifiant du virement, tout, sans hésitation. 25 000. Un quart de ce que j'avais déjà donné. Le coup de grâce. Je comprends, monsieur. Souhaitez-vous annuler définitivement ce virement? Oui, définitivement. Le mot est sorti, définitif, irrévocable. L'annulation a bien été prise en compte, monsieur. Le montant ne sera pas débité. Confirmez-vous? Je confirme. Merci, monsieur. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Non. C'est tout. J'ai raccroché. Le clic du combiné retombant dans son socle a résonné comme un point final. Pas de joie, pas de soulagement. Juste un vide encore plus grand. Une froideur que je ne me connaissais pas. C'était un geste d'une dureté inouïe, je le savais. Mais la douleur était plus forte. Plus forte que ma générosité, plus forte que mon amour, plus forte que mon désir d'une famille unie. Elle m'avait transformé, m'avait sculpté en quelque chose de dur, d'imperméable. Je me tenais là, au milieu de ma cuisine, les mains vides, le cœur lourd d'une colère glacée. Le compte à rebours était terminé. Le téléphone a commencé à vibrer juste après l'aube. Pas une sonnerie habituelle, claire et insistante, mais une sorte de râle sourd, comme un insecte piégé dans ma poche de pantalon posée sur la table basse.
Je n'avais pas vraiment dormi. J'avais passé la nuit à fixer le plafond, à écouter le craquement du vieux parquet sous les pas imaginaires, à sentir le froid mordre mes orteils malgré la couette. Chaque heure était une bille de verre qui roulait lentement sur une pente, menant inéluctablement au matin. Ce matin. J'ai ignoré la première vibration. Et la deuxième. Et la troisième. Mon nom s'affichait, en lettres pâles, sur l'écran. Clémence. J'ai laissé sonner, comptant les impulsions, 1, 2, 3, jusqu'à la 8e, la 9e, jusqu'à ce que sa patience, ou plutôt son angoisse, ne cède, et que la ligne se coupe. J'ai pris une gorgée de café froid, mon estomac noué, et j'ai regardé les fines volutes de buée s'échapper de ma bouche dans l'air frais de la cuisine. Le silence qui a suivi était pesant, saturé d'une attente que je savais courte. 30 secondes plus tard, le portable de Sophie, laissé négligemment sur le comptoir, a commencé sa propre mélopée. Un air joyeux, idiot, qu'elle n'avait jamais pris la peine de changer. Sa fille. Je l'ai écoutée parler, sa voix d'abord confuse par le sommeil, puis subitement alarmée. Des bribes sont venues jusqu'à moi, filtrées par la mince cloison de la cuisine. Quoi? Non. Impossible. Puis, un cri étouffé, un « non » qui a déchiré l'air comme un drap qu'on déchire. Sophie est entrée dans la cuisine, les yeux ronds, sa chemise de nuit froissée. Ses cheveux roux étaient en bataille, lui donnant un air d'enfant paniqué. Jean-Luc, a-t-elle haleté, son souffle court. Tu n'as pas payé le dernier semestre. Clémence, elle dit que l'université lui a envoyé un avis, qu'elle ne peut pas s'inscrire aux examens. Sa voix a commencé comme un chuchotement d'horreur, puis a monté en puissance, perçant mes tympans. Je me suis tourné, mon propre café toujours à la main, et j'ai posé mon regard sur elle. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant une explication, une dénégation. Une blague. Si, j'ai annulé le versement, ai-je dit calmement. Chaque mot était une pierre jetée dans l'eau stagnante. Celui de 25 000 $. Le silence est revenu, plus lourd encore. Sophie a blêmi, ses lèvres s'écartant légèrement, un filet de salive visible au coin. Elle a secoué la tête, comme pour chasser une mauvaise mouche. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle fini par dire, sa voix étranglée. C'est Clémence. Elle est à un semestre de son diplôme. C'est sa vie. J'ai bu la fin de mon café, le verre froid contre ma paume. Elle a fait son choix, Sophie. Elle t'a dit hier que seuls ses vrais parents seraient à sa remise de diplôme. Je suis quoi, alors? Le distributeur de billets? Ses yeux ont erré vers le sol, vers les carreaux immaculés. La gêne. Encore. Cette gêne qu'elle avait laissée s'installer entre nous comme une moisissure. Mais c'est une gamine, Jean-Luc. Elle ne réalise pas ce qu'elle dit. Oh, je crois qu'elle réalise très bien. Elle a réalisé le montant du chèque chaque semestre. 100 000 $. Tu crois qu'elle n'a pas réalisé ça? J'ai posé le verre vide sur le comptoir, le son sec a résonné. Sophie a reculé, ses yeux reflétant maintenant un mélange de peur et de colère sourde. Tu es fou, Jean-Luc. Tu es en train de détruire son avenir. C'est elle qui l'a fait, Sophie. Avec tes encouragements. Avec tes silences. C'est là que le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Clémence directement. Sophie l'a regardé, puis moi, hésitant. Elle a fini par décrocher, et sa voix s'est faite douce, maternelle, comme un baume sur la blessure de sa fille. J'ai tourné le dos, j'ai ouvert le frigo, j'ai attrapé une brique de jus d'orange. J'ai entendu le murmure de Sophie, des mots comme « Calme-toi, je vais arranger ça », il est juste, bouleversé. Arranger ça. Elle allait arranger ça. Pendant des années, j'avais été l'arrangeur silencieux, celui qui réparait les fuites, qui changeait les ampoules, qui payait les factures, qui garantissait un avenir. Et maintenant, il fallait que je me range, que je m'efface, pour que la façade reste intacte. La rage a commencé à monter en moi, une chaleur sèche qui a remplacé le froid. J'ai claqué la porte du frigo. Le bruit a fait sursauter Sophie. Elle a raccroché, son visage durci. Elle est paniquée, Jean-Luc. Elle ne sait pas comment elle va payer. L'université ne la laissera pas s'inscrire. Alors, elle trouvera un travail. Comme tout le monde. Où son vrai père paiera. Le nom de l'autre homme,
l'homme qui avait été jugé digne d'assister à la remise de diplôme, a flotté dans l'air comme un parfum âcre. Sophie a poussé un soupir exaspéré. Tu es vraiment mesquin. C'est de l'argent que tu as. C'est une dette morale. Une dette morale, ai-je ri, un rire amer qui ne ressemblait pas au mien. J'ai payé 100 000 $ pour bâtir un pont, Sophie. Un pont vers un avenir pour elle, et un pont vers une famille pour moi. Elle a brûlé le pont, et tu la regardais faire. La dette morale, c'est eux qui l'ont envers moi. Le reste de la journée a été une succession de coups de fil manqués de Clémence, de messages de Sophie, certains suppliants, d'autres accusateurs. Jean-Luc, s'il te plaît, pense à ce que tu fais, tu vas le regretter, comment peux-tu être aussi cruel? Les mots rebondissaient sur moi, émoussés, ne faisant qu'accentuer le vide que je sentais en moi. J'ai débranché mon téléphone. J'ai laissé celui de Sophie sur le comptoir, sonner et sonner jusqu'à l'épuisement de la batterie. Les jours suivants ont déroulé leur lenteur lugubre. Clémence a tenté, avec une insistance que je n'aurais jamais soupçonnée, de me contacter par tous les moyens, allant même jusqu'à laisser des messages vocaux où sa voix, d'abord désespérée, se transformait en hurlements de rage. Elle m'a traité de « minable », de « profiteur », de « vieux radin sans cœur », oubliant chaque mot, chaque geste, chaque sacrifice. La façade de l'étudiante brillante, posée, s'était effondrée, révélant la rancœur et l'ingratitude que je n'avais fait qu'entrevoir auparavant. J'ai écouté ces mots sans émotion, comme on écoute le vent hurler à travers une vitre brisée. C'était la confirmation que ma décision, aussi douloureuse fût-elle, était la seule juste. La seule qui me restait. Sophie, elle, a commencé par se murer dans le silence. Un silence lourd, froid, qui ne cherchait pas à comprendre mais à punir. Les repas se prenaient sans un mot, le claquement des couverts sur l'assiette étant le seul bruit autorisé. Son regard, quand elle osait le poser sur moi, était une lame gelée. Puis, la colère a pris le dessus. Elle a vidé la moitié de ses affaires dans des valises, les a entassées près de la porte d'entrée, sans un mot, comme un ultimatum silencieux. Elle est allée vivre chez une amie, prétextant avoir besoin de temps pour digérer ce que j'avais fait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas pour elle que ce temps était nécessaire, mais pour Clémence. Pour trouver une solution, n'importe laquelle, pour ne pas que l'ingratitude de sa fille lui retombe dessus. Je me suis retrouvé seul face à mes 4 murs. Le silence était assourdissant. Le matin, le chant des oiseaux me semblait plus fort, plus moqueur. L'odeur du café, que je préparais encore par habitude, flottait, triste, dans l'air sans que personne ne vienne la partager. J'ai commencé à ranger, à nettoyer, à m'occuper de ces petites choses que l'on repousse toujours. J'ai repeint le petit couloir, j'ai réparé la fuite sous l'évier. Des gestes concrets, mesurables, qui contrastaient avec l'impalpable destruction que je venais de vivre. Chaque coup de pinceau, chaque tour de clé, était une micro-victoire sur le chaos. En fin d'après-midi, la lumière du soleil déclinait lentement, peignant des barres obliques sur le parquet usé. Je me suis assis dans le salon, sur mon vieux fauteuil en cuir qui sentait encore le tabac froid de mon père. J'ai fixé la poussière sur une étagère, une fine couche grisâtre qui dansait dans les rayons. J'ai médité sur ce que signifie réellement bâtir, donner. J'avais cherché à construire une famille, à donner un sens à ma solitude d'homme sans enfant. J'avais investi non seulement mon argent, mais mes rêves, mes espoirs les plus intimes dans cette jeune fille. J'avais cru que l'amour se mesurait aussi aux efforts, aux sacrifices, au dévouement. Que le don, désintéressé en apparence, construisait des liens indéfectibles. J'avais bâti une cathédrale de verre pour Clémence, un avenir lumineux, et elle l'avait brisé d'un revers de main, me rangeant dans la catégorie des outils jetables. La cruauté n'était pas seulement dans les mots, mais dans cette incapacité à voir l'être humain derrière le chéquier. La triste ironie du mot « famille », lorsque l'ingratitude s'y invite avec tant d'arrogance, était une leçon que je n'avais jamais voulu apprendre. J'avais cherché un foyer, j'avais trouvé une transaction. J'avais espéré la gratitude, j'avais récolté le dédain. La facture n'était pas seulement financière. Les 100 000 $ n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai coup était en années de mon temps, en nuit blanche à m'inquiéter de son avenir, en renoncement personnel, en énergie émotionnelle dépensée à la soutenir, à la voir grandir. Le coup était dans la confiance brisée, dans l'amertume qui s'était installée, lourde comme un sac de ciment dans ma poitrine. Le coup était dans cette solitude nouvelle, plus profonde que celle que je connaissais avant eux, car elle était le résultat d'une trahison, pas d'un simple manque.
J'ai regardé mes mains, usées par les chantiers, les paumes calleuses, les ongles abîmés. Ces mains qui avaient tant donné, tant construit. Aujourd'hui, elles se serraient sur un vide. Mais il y avait aussi une étrange forme de paix. Une liberté nouvelle, amère, mais libératrice. Je n'étais plus le garant, le pilier invisible. J'étais juste Jean-Luc. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une mauvaise chose. Il me restait à reconstruire, à ma façon, sur des fondations solides, avec ce que j'avais appris de l'ingratitude et du véritable prix de l'amour inconditionnel. La leçon était dure, mais elle était apprise.